Le microphone crissa, un son aigu qui me fit mal aux dents. Les ongles en acrylique de Madeleine s'enfoncèrent brutalement dans la peau nue de mon poignet. Elle me tirait hors de l'ombre, près des portes de sortie, m'entraînant directement dans la chaleur aveuglante du projecteur de la scène. Le parfum entêtant de crème au beurre à la vanille et de champagne éventé flottait, lourd, dans l'air de la salle de bal, à la fois suffocant et doux. J'essayai de planter mes talons dans le parquet poli, mais elle tira plus fort, sa poigne agissant comme un étau. Monte ici, Claire, roucoula-t-elle dans le microphone, sa voix suintant de cette chaleur mielleuse et étudiée qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle avait besoin qu'un public croie à son numéro. Je ne l'ai pas combattu physiquement. J'ai 38 ans et, en tant que chirurgienne cardio-thoracique, je passe 12 longues heures par jour à ouvrir des poitrines et à réparer des cœurs battants. Contrôler ma respiration lorsque les alarmes se déclenchent est une seconde nature. L'immobilité est la seule arme dont on dispose lorsque la panique frappe. Plus important encore, je pouvais voir la lueur d'au moins 2 douzaines de téléphones portables levés en l'air à travers la pièce sombre, les lumières de leurs caméras perçant la pénombre, dirigées droit sur nous. Toute lutte, toute voix élevée de ma part, ne deviendrait qu'une preuve permanente pour le récit que ma sœur était en train de construire. Madeleine ne lâcha mon poignet que lorsque nous fûmes au centre de la scène surélevée. Elle se tourna vers la foule, et la lourde jupe de soie de sa robe blanche frôla mes chevilles. Le projecteur me semblait être un poids physique sur ma peau. Je me tenais parfaitement droite, les mains détendues le long du corps, refusant de croiser les bras ou de regarder le sol. Pour ceux qui ne la connaissent pas, dit ma sœur à la salle de 300 invités, voici ma sœur aînée. Je ne pensais pas qu'elle viendrait vraiment. Elle fit une pause, laissant le microphone capter son lourd soupir théâtral. Elle n'a ni mari, ni enfant, et elle n'a même pas daigné aider à prendre soin de notre père malade ces derniers mois. J'ai dû quitter mon travail pour rester à la maison et tout faire moi-même, mais elle a réussi à venir aujourd'hui, probablement pour le vin gratuit et la côte de bœuf. Une vague de rire ondula au premier rang, et les demoiselles d'honneur, regroupées dans leurs robes roses assorties, gloussèrent derrière leurs mains. Quelques parents éloignés ricanèrent, supposant qu'il s'agissait d'une sorte de sketch fraternel préparé à l'avance, un peu d'humour de mariage audacieux. Je ne me suis pas défendue, et je n'ai pas non plus exigé le microphone. Je regardais au-delà des caméras clignotantes et des visages rieurs, observant la salle avec le même détachement clinique que j'utilisais en salle d'opération. Madeleine donnait une leçon magistrale de manipulation publique, transformant mon silence en un aveu de culpabilité. Elle me punissait simplement d'exister en dehors de son contrôle. Puis mes yeux se posèrent sur la table d'honneur. Le marié, Owen, ne riait pas. Il était assis, rigide dans son costume sur mesure, les mains à plat sur la nappe blanche. Il fixait sa nouvelle épouse avec un léger froncement de sourcils confus. Il ne m'avait jamais rencontré avant ce soir, ne connaissant que la version fantomatique de moi que Madeleine avait construite pour lui au cours de l'année écoulée. Mais c'est la femme assise à côté d'Owen qui a capté toute mon attention. Margaret Whitmore. Je n'avais pas bien vu son visage lorsque je m'étais glissé au fond de la salle 20 minutes plus tôt. Les arrangements floraux massifs et la faible lumière l'avaient dissimulé à ma vue. Maintenant, depuis ma position privilégiée sur la scène brillamment éclairée, il n'y avait aucun doute. Je me souvenais parfaitement de son visage, me rappelant la teinte exacte de sa peau pâle, il y a 18 mois, lorsqu'elle avait été amenée d'urgence dans ma salle d'opération avec une dissection aortique aiguë de type A. Margaret me regarda à son tour, et je vis le teint sain disparaître complètement de son visage. Nous nous figeâmes, enfermés dans un moment de reconnaissance absolue à travers la salle de bal bondée. La femme se souvenait de moi. Elle connaissait ma voix, la forme de mes yeux et le ton calme que j'avais utilisé en lui tenant la main pour lui dire qu'elle allait survivre à l'opération. Margaret se leva si vite que sa lourde chaise en bois racla violemment le parquet. Le son rauque et désagréable résonna dans la salle de bal, tuant net les rires épars. « Je la connais », dit Margaret. Sa voix tremblait, mais l'acoustique de la salle silencieuse porta ses mots jusqu'au mur du fond. Madeleine serra plus fort le microphone, ses jointures devenant blanches. « Que as-tu dit, Margaret » demanda-t-elle. Le ton doux était toujours là, mais il était maintenant fragile, se fissurant sur les bords. Margaret s'éloigna de la table d'honneur.
Elle ignora le regard interrogateur de son fils et pointa un doigt tremblant directement sur moi. « Je la connais », répéta Margaret, sa voix gagnant en force. « C'est le docteur Claire Bennett. C'est la chirurgienne qui m'a sauvé la vie. » Le silence dans la pièce devint absolu, épais et lourd. Les téléphones qui enregistraient une blague humiliante capturaient maintenant quelque chose de tout à fait différent. Un faible murmure de chuchotement éclata aux tables du fond et se propagea vers l'avant comme une vague. Je regardai le visage de ma sœur. Le sourire radieux et triomphant fondit en un instant, laissant place à un masque blême de pure panique. Ses yeux passèrent de Margaret à Owen, et enfin à moi. Madeleine porta le microphone à sa bouche. Elle l'ouvrit pour parler, pour pivoter, pour ramener l'histoire en sa faveur. Elle voulait expliquer pourquoi la brillante chirurgienne était quand même une fille terrible, mais le mal était déjà fait. Le marié me regardait vraiment, puis regardait sa mère, en état de choc. Dans ce moment silencieux et fracturé sur la scène, je vis la vérité de notre dynamique familiale avec une clarté parfaite. Madeleine n'avait pas fait d'erreur. Elle savait exactement quelle était ma carrière, et elle savait que j'avais gardé mon nom d'épouse à titre professionnel après mon divorce 5 ans auparavant. Ma sœur savait que je passais ma vie à sauver les autres, mais pour elle, et pour le récit qu'elle avait vendu à son nouveau mari, ma valeur ne se mesurait qu'à ce que j'abandonnais pour nos parents. Elle avait délibérément caché mon nom de famille, ma profession et mon indépendance vis-à-vis de sa belle famille pour préserver son histoire de victime. Elle pensait m'avoir acculée dans un coin. Elle pensait que le projecteur et la honte publique me forceraient à une soumission silencieuse, comme toujours lorsque nous étions enfants. Ma sœur savait exactement qui j'étais. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que depuis 3 semaines, j'avais constitué un dossier fortement chiffré sur mon ordinateur. J'avais rassemblé des relevés bancaires, vérifié les permis de construire du comté et mis en place des alertes de fraude instantanées sur mon téléphone. Madeleine pensait exposer un échec familial à son nouveau mari. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je savais enfin exactement où étaient passés les 78 000 $ destinés à la convalescence de notre père. 1 heure avant d'entrer dans cette salle de bal, la climatisation de ma chambre d'hôtel bourdonnait d'une note basse et régulière. Je me tenais devant le grand miroir et lissais le tissu de ma robe bleu marine foncé. La soie était fraîche contre mes paumes, m'ancrant dans cet espace tranquille. C'était une robe chère, achetée avec mon propre argent, et choisie spécifiquement parce que la couleur discrète m'aiderait à me fondre dans le décor. Sur le bureau en acajou près de la fenêtre, une lettre de couleur crème reposait dans un rayon de soleil de l'après-midi. Le conseil d'administration de l'hôpital de Charlotte m'avait officiellement offert le poste de chef de la division chirurgicale. J'avais mérité chaque lettre de ce titre. Mon divorce avait été finalisé en mars 2020, il y a plus de 5 ans. Depuis le jour où le juge avait signé ces papiers, j'avais bâti une vie complètement isolée des exigences des autres. Je gardais le nom de Bennett strictement pour ma licence médicale, mes recherches publiées et ma réputation professionnelle. Mon ex-mari et moi nous étions séparés discrètement, sans enfants et sans bataille financière compliquée, et il ne faisait plus partie de mon monde. La maison de ville, les comptes de retraite et le cercle d'amis choisis en Caroline du Nord étaient tous à moi. Je n'avais pas besoin du nom de Lawson et de la famille, et je n'avais certainement pas besoin de leur approbation. Ce même matin, quelques heures seulement avant mon vol, j'avais été en salle d'opération. Le bip rythmique des moniteurs et l'odeur âcre de l'antiseptique me vidaient toujours l'esprit. Mes mains avaient été parfaitement stables pendant que je guidais mon équipe à travers un remplacement valvulaire compliqué. À l'hôpital, mes collègues se tournaient vers moi pour les décisions critiques, faisant implicitement confiance à mon jugement. Personne dans ce bâtiment ne me considérait comme un échec. Mais mes parents et ma sœur vivaient dans une réalité différente, une réalité où mon succès ne comptait que lorsqu'ils avaient besoin de quelqu'un pour payer une facture. Mon téléphone portable vibra contre la table de chevet en bois, brisant le calme de la pièce. Un SMS de mon chef de clinique illumina l'écran, me demandant si je survivais au drame du mariage familial. Je tapai une confirmation rapide, l'envoyai et jetai l'appareil sur le lit. J'ai failli ne pas venir à ce mariage. Ma mère, Judith, m'avait envoyé mon invitation exactement 3 semaines auparavant, bien après la date limite standard pour les invités venant de l'extérieur.
Le carton épais était arrivé avec mon nom mal orthographié et ne contenait aucune option, plus un. Il n'y avait pas de numéro de table assigné glissé à l'intérieur du rabat. Son message était parfaitement clair, communiquant que l'on attendait de moi que j'envoie un cadeau généreux, mais que ma présence réelle n'était qu'une réflexion après coup. Malgré cet affront délibéré, j'avais réservé ma propre chambre d'hôtel et loué une voiture à l'aéroport. Avoir mon propre moyen de transport me donnait un plan de sortie qui ne dépendait de personne d'autre. 2 raisons distinctes m'avaient poussé à répondre positivement pour une brève apparition de 20 minutes à la réception. Premièrement, je croyais fondamentalement qu'une sœur aînée devait bénir discrètement une sœur cadette le jour de son mariage, indépendamment de leur histoire toxique. Deuxièmement, j'avais besoin de voir Madeleine vraiment heureuse, ne serait-ce qu'une fois, avant de rompre nos liens financiers pour toujours. Je n'avais pas traversé plusieurs États en avion en espérant une réconciliation familiale miraculeuse. Clore ce chapitre de ma vie selon mes propres termes était mon seul objectif. Le téléphone de la chambre d'hôtel resta silencieux, mais mon portable sonna juste au moment où je fermais le fermoir en argent de ma montre. L'écran affichait le nom de ma mère. Je répondis à la 2e sonnerie, gardant ma voix parfaitement égale. « Claire » dit ma mère, sautant toute salutation polie. Le bruit de fond de son côté ressemblait à des verres qui s'entrechoquent et à des pas pressés sur un sol carrelé. « Ne fais pas en sorte que ce soir tourne autour de toi. Ta sœur a attendu ça toute sa vie. » Je pressai une main froide contre le bord de la commode en bois, sentant le poli lisse sous mes doigts. « Je vais juste rester au fond, maman. Je resterai à l'écart des photographies professionnelles et je partirai tôt. » Une lourde expiration siffla à travers le haut-parleur. « Promets-moi juste que tu ne parleras pas de l'argent, » lança Judith. « Nous pourrons discuter de tes petites questions de comptabilité la semaine prochaine, après leur départ en lune de miel. » « Je n'en dirai pas un mot à Madeleine ce soir, » répondis-je. Je lui disais l'absolue vérité. Transformer une salle de réception bondée en champ de bataille pour des fonds volés n'a jamais été mon plan. Mais ma mère ne m'a pas demandé ce que j'avais l'intention de faire après que la musique se soit arrêtée. J'ai mis fin à l'appel et me suis dirigée vers le lit, où ma pochette bleu marine foncé était ouverte à côté de ma clé de chambre en plastique. À l'intérieur se trouvait une fine enveloppe en papier sans prétention. Elle contenait un avis formel de révocation d'accès pour le compte « Soins Famille Lawson », un résumé imprimé des transactions bloquées, et la carte de visite de mon avocat en droit civil, Aaron Caldwell. J'avais l'intention de la remettre directement à Judith sur le parking, après la coupe du gâteau. C'était un plan propre et discret pour protéger les soins médicaux de notre père sans gâcher la célébration à l'intérieur. Je fermai la pochette, pris mon manteau et me dirigeai vers la porte. Ma mère pensait que l'enveloppe dans mon sac était un autre chèque. C'était la première chose que j'avais jamais ramenée à la maison qui allait leur enlever quelque chose. 5 mois avant le mariage, en avril 2025, mon téléphone portable vibra contre la porte métallique de mon casier à l'hôpital. Je venais de terminer un service brutal de 12 heures. L'odeur de savon antibactérien agressif et de gaz stérile s'accrochait encore à ma peau, et mes pieds me faisaient mal contre le sol en béton. Le nom de Judith clignotant sur l'écran fissuré signifiait généralement qu'une fête importante approchait et qu'elle avait besoin d'une contribution pour le dîner. Cette fois, le silence à l'autre bout du fil semblait lourd, avant même qu'elle ne prononce un mot. Mon père avait eu un léger accident vasculaire cérébral. Il était déjà sorti de l'hôpital et récupérait dans sa propre chambre, mais leur maison à demi-niveau était un véritable parcours d'obstacles pour un homme qui pouvait à peine lever la jambe gauche. Un gestionnaire de soins gériatriques devait évaluer la propriété et organiser un plan de rétablissement sûr. Ma mère rejeta l'idée instantanément, sa voix tendue et sur la défensive. Elle insista sur le fait que Madeleine s'était déjà portée volontaire pour s'occuper de chaque détail localement. 2 jours plus tard, la demande financière arriva dans ma boîte de réception. Ma sœur avait joint une feuille de calcul méticuleusement formatée à son email. Les lignes étaient codées par couleur, listant des devis pour une conversion de douche à l'italienne, des barres d'appui dans le couloir, des soins infirmiers temporaires à domicile et un lit d'hôpital réglable coûteux. La somme totale requise, au bas de la dernière colonne, était exactement de 78 000 $.
Dans le corps principal du message, Madeleine avait tapé une phrase spécifique que je relirai d'innombrables fois au cours de l'année suivante: chaque dollar sera utilisé pour les soins de maman et papa. Je n'ai pas simplement fait un chèque en blanc en espérant le meilleur. Ma formation médicale exigeait une vérification rigoureuse avant toute intervention. Assise à l'îlot de ma cuisine avec une tasse de café froid, je composais le numéro de téléphone indiqué sur le devis du principal entrepreneur. Une femme répondit à la 3e sonnerie. Elle confirma vivement le nom de l'entreprise et proposa de laisser un message à l'estimateur en chef. Je n'avais aucun moyen de savoir à l'époque que le numéro local était simplement transféré vers un téléphone portable prépayé. Une recherche rapide en ligne révéla un site web de base d'aspect professionnel et un certificat d'assurance responsabilité civile standard. La paperasse semblait entièrement légitime. Pourtant, remettre cette énorme somme d'argent directement à ma sœur me semblait négligent. Je répondis à son email avec une contre-offre ferme. Je financerai l'ensemble du processus de rétablissement, mais je ne déposerai pas l'argent sur son compte courant personnel. Au lieu de cela, je me suis rendue à une agence de la National Bank pendant ma pause déjeuner et me suis assise dans un bureau aux parois de verre pour ouvrir le compte « Soins Famille Lawson ». Je l'ai entièrement financé avec mes propres économies. J'ai désigné Madeleine comme signataire autorisée, ce qui signifiait qu'elle pouvait faire des chèques directement aux fournisseurs approuvés, mais elle ne pouvait absolument pas virer le solde sur son propre compte. Ma réponse décrivait clairement les règles, exigeant des mises à jour hebdomadaires et des copies des reçus finaux. L'opposition n'est pas venue de Madeleine. Ma mère a appelé moins d'1 heure après que j'ai cliqué sur « Envoyer ». L'hostilité irradiait pratiquement du haut-parleur du téléphone. « Tu traites ta propre sœur comme une criminelle ordinaire », lança Judith. Le bruit de l'eau qui coule résonnait en arrière-plan, probablement elle en train de faire la vaisselle de manière agressive. « Après tout ce qu'elle fait pour nous, tu exiges des reçus. » Je me pinçai l'arête du nez, un mal de tête sourd palpitant derrière mes yeux. « L'amour n'élimine pas la responsabilité, maman. C'est une somme d'argent qui change une vie. J'ai juste besoin de m'assurer que les entrepreneurs se présentent et sont payés. Elle fait le travail brutal et épuisant pendant que tu restes en sécurité dans ta maison chère, rétorqua ma mère. Un clic sec signala la fin de la conversation avant que je puisse formuler une réponse. Plus tard dans la soirée, le chantage affectif s'intensifia. Un SMS de Madeleine retentit sur mon écran. C'était une photographie de notre père assis dans son fauteuil en cuir usé. Son cardigan gris pendait lâchement sur ses épaules, et il regardait fixement la télévision en sourdine. Sous l'image, ma sœur avait écrit un long paragraphe dramatique détaillant comment elle venait de quitter son emploi de consultante pour devenir son aide-soignante à plein temps. Le poids suffocant de l'obligation s'installa profondément dans ma poitrine. Je vivais à 300 miles de là, construisant une carrière prestigieuse, pendant qu'elle était censée mettre toute sa vie en pause pour gérer sa physiothérapie. J'avalais mes derniers doutes logiques. Je lui envoyai par email les nouvelles coordonnées du compte et confirmai que ses privilèges de signature étaient actifs, en maintenant délibérément le blocage strict sur les transferts personnels. Les garanties étaient en place. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est que Madeleine avait construit son stratagème spécifiquement pour les contourner. Le premier retrait majeur a déclenché une alerte email automatisée sur mon téléphone le mardi suivant. 24 500 $ ont été débités du nouveau compte de soins. Les fonds avaient été transférés électroniquement à une entité appelée North Star Home Recovery LLC. Dans la ligne de mémo de la transaction, quelqu'un avait soigneusement tapé une description, à compte pour accessibilité salle de bain. Je me suis assise à mon bureau, j'ai imprimé la page de confirmation bancaire et je l'ai glissée dans un nouveau dossier manille. Quand j'ai appelé Madeleine pour vérifier le calendrier, son ton était léger, bouillonnant d'une gaieté essoufflée. Elle m'a assuré que l'équipe de construction commencerait à démolir la vieille baignoire en porcelaine dès le lundi matin. Le plan semblait parfait, complètement à l'abri de l'échec. 3 semaines plus tard, mon père m'a appelé sur mon portable pour me demander quand les hommes venaient installer les barres d'appui. La voix de mon père semblait faible au téléphone, entrecoupée d'une toux sèche qui crépitait dans sa poitrine. Le vieil homme utilisait toujours la salle de bain originale du rez-de-chaussée, s'appuyant lourdement sur le lavabo en porcelaine glissant juste pour se brosser les dents.
Il avait appelé pour demander quand l'équipe de travail viendrait enfin installer les barres d'appui en métal. Je n'ai pas raccroché pour appeler immédiatement ma sœur. Une montée soudaine et aiguë d'adrénaline a envahi mon système sanguin, mais des années de formation chirurgicale ont pris le dessus, exigeant l'observation avant la réaction. « Papa, dis-je, gardant un ton parfaitement neutre pour qu'il ne s'inquiète pas, as-tu par hasard le nom du contremaître qui est venu prendre les mesures ?»« Personne n'est venu, » répondit Thomas. La confusion dans ses mots était authentique et sans phare. Madeleine a dit qu'il y avait un retard avec le fournisseur de carrelage. Elle m'a dit d'attendre. Le lendemain matin, j'ai passé un appel discret depuis mon bureau à l'hôpital, entre deux consultations de patients. L'employé du service des permis du comté semblait complètement blasé, cliquant bruyamment sur son clavier tout en fredonnant une mélodie sans air. « Il n'y a absolument rien de déposé sous cette adresse résidentielle, » confirma la femme, sa chaise grinçant alors qu'elle changeait de poids. Toute modification de salle de bain impliquant la plomberie nécessite un permis de construire, ou au moins un dossier d'inspection programmé. Nous n'avons aucun dossier actif pour la propriété Lawson. J'ai noté son nom, la date du jour et le numéro de référence négatif sur un bloc-notes jaune, en appuyant assez fort sur le stylo pour marquer le papier en dessous. Mon appel suivant a été pour l'agence de soins infirmiers à domicile professionnel indiquée sur la facture principale que Madeleine avait fournie. J'ai utilisé une voix administrative calme, prétendant que j'avais simplement besoin de mettre à jour les informations d'assurance secondaire de mon père pour leur dossier. La réceptionniste m'a mise en attente, me soumettant à 30 secondes de musique d'ascenseur déformée. « Je suis désolé, Dr Bennett, » dit l'homme en revenant à la ligne, « nous n'avons pas de Thomas Lawson dans notre registre de patients actifs ou en attente. De plus, le numéro de facture que vous avez fourni ne correspond pas à notre format de facturation interne actuel. » Je l'ai remercié poliment et j'ai mis fin à la communication. Le bureau climatisé de l'hôpital me parut soudain glacial. Au lieu d'appeler ma mère pour exiger une explication, j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel. Mes doigts se déplaçaient mécaniquement sur le trackpad lisse. J'ai créé un nouveau dossier fortement chiffré sur mon disque dur et je l'ai nommé « Audit Soins Famille ». Lentement, méthodiquement, j'ai téléchargé chaque relevé bancaire du compte de soins, sauvegardé chaque fil de mail et capturé des captures d'écran haute résolution de chaque SMS de ma famille. J'ai construit une chronologie des événements, en veillant à ce que chaque fichier numérique original reste intact et juridiquement impeccable. 2 jours plus tard, j'étais assise en face d'Aaron Caldwell, mon avocat en droit civil, à une table de conférence en acajou poli. Aaron examina la pile de preuves financières imprimées, son expression restant entièrement neutre tandis qu'elle feuilletait les pages. « C'est très suspect, Claire, mais ce n'est pas tout à fait suffisant pour forcer une accusation de fraude criminelle pour le moment, » conseilla l'avocate, tapant un lourd stylo en argent contre les documents. Cependant, vous avez plus qu'assez de motifs vérifiés pour révoquer son accès financier et préserver les données existantes. Ne confrontez pas votre sœur. Laissez-la croire que tout va parfaitement bien pendant que nous tissons le filet. Suivant ces instructions strictes, j'ai sorti mon téléphone portable, là, dans le cabinet d'avocat. J'ai contacté directement la banque, naviguant à travers les protocoles de sécurité de l'entreprise pour supprimer définitivement le profil d'utilisateur autorisé de Madeleine. J'ai invalidé la carte de débit physique liée à son nom. Enfin, je suis allé en profondeur dans les paramètres de sécurité du compte et j'ai activé des alertes instantanées par SMS et par email pour toute transaction échouée, tout virement bloqué, toute tentative de connexion ou toute modification de bénéficiaire. Madeleine ne recevrait absolument aucune notification que son accès avait été discrètement coupé. Protéger les fonds restants n'était que la moitié de l'équation, car mon père avait encore besoin de ses médicaments pour la tension artérielle et de ses prochaines séances de physiothérapie. Le même après-midi, j'ai redirigé ses factures de pharmacie et sa contribution hypothécaire vers un système de paiement direct lié directement à mon compte courant personnel. Je me suis assuré que ces services essentiels ne subiraient pas un seul jour d'interruption lorsque la tempête éclaterait enfin. Retirer le pouvoir volé à Madeleine ne signifierait jamais abandonner le vieil homme pour qu'il subisse les conséquences. Tard cette nuit-là, une forte pluie commença à frapper les fenêtres de mon salon, créant un battement de tambour régulier contre le verre.
J'étais assise sur le canapé, l'écran lumineux de l'ordinateur portable éclairant la pièce sombre, fouillant dans les registres publics des entreprises. North Star Home Recovery LLC avait une empreinte numérique, mais elle était incroyablement superficielle. La société utilisait une boîte postale générique dans un magasin d'expédition locale pour son adresse postale officielle. Il n'y avait aucune licence d'entrepreneur active enregistrée auprès du Conseil d'État, et aucune preuve d'assurance responsabilité civile commerciale. Mais le détail le plus accablant se trouvait tranquillement au bas de la page d'enregistrement public. L'agent enregistré pour l'entité était listé sous une adresse e-mail secondaire que j'ai instantanément reconnue. C'était un ancien pseudonyme que ma sœur avait utilisé pendant ses années d'université. Je fixai l'horodatage du document d'enregistrement officiel de l'État, lisant la date 3 fois pour être sûr. La réalisation frappa ma poitrine comme un coup physique, froid et indéniablement brutal. Ce n'était pas un simple cas d'un entrepreneur en retard ou d'une aide-soignante familiale dépassée faisant une erreur administrative négligente. La chronologie prouvait quelque chose de bien pire. La société écran qui avait absorbé les fonds médicaux de mon père avait été officiellement enregistrée et constituée exactement 2 jours après sa sortie de l'hôpital. La fausse entité avait été créée avant même que ma sœur ne me demande un seul dollar. J'ai garé ma berline dans l'allée en asphalte fissurée de la maison de mon enfance. 300 miles d'autoroute s'étendaient derrière moi, un trajet spontané du week-end, entièrement motivé par la révélation silencieuse qui se trouvait sur mon disque dur chiffré. Le jardin de devant avait exactement le même aspect qu'à Noël. Aucune benne de construction lourde ne se trouvait sur la pelouse, et aucun camion d'entrepreneur ne bloquait les portes du garage. En passant le seuil de l'entrée, l'odeur familière de cire au citron et de poussière de tapis rassis m'a frappé au poumon. La maison silencieuse semblait complètement intacte de toute démolition. J'ai marché droit dans le couloir et j'ai poussé la porte de la salle de bain principale. La baignoire en porcelaine d'origine était intacte, ses bords ébréchés brillants sous la dure lumière fluorescente du meuble lavabo. Pas une seule barre d'appui en métal n'avait été boulonnée au papier peint floral délavé. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable usé dans le salon, penché lourdement sur son côté droit. Il avait l'air frêle et profondément mal à l'aise. Quand il me vit debout dans l'embrasure de la porte, avant même que je puisse dire un bonjour correct, des palos retentirent de la cuisine. Judith s'arrêta, s'essuyant les mains sur un torchon humide, ses yeux passant de mon visage au couloir vide derrière moi. « Claire, dit ma mère, son ton assez tranchant pour couper du verre, tu aurais pu appeler. La maison est dans un désordre complet. » Je voulais juste voir l'avancement de la salle de bain, maman, répondis-je doucement, gardant ma voix dénuée de toute accusation ouverte. Papa a mentionné qu'il y avait un retard. Le torchon frappa le comptoir avec un grand bruit. L'entrepreneur a eu de gros problèmes de chaîne d'approvisionnement, et la pluie de printemps a retardé leur projet extérieur. Ils viendront à nous quand ils pourront. Je hochai lentement la tête, sortant un petit carnet en cuir de mon sac pour maintenir la façade d'une fille serviable. Quel est le nom du contremaître ? Je peux appeler leur bureau et gérer la pression de la planification pour vous. Sa posture devint complètement rigide. La femme qui m'avait élevée ressemblait soudain à un animal acculé, se préparant à frapper. « Tu ne vis pas ici », lança Judith, faisant 2 pas agressifs dans le salon. « Tu n'as absolument aucun droit de débarquer ici et d'inspecter nos vies comme une sorte d'auditrice d'entreprise. Madeleine s'occupe de chaque détail. » Cette défense violente et immédiate m'a tout dit. J'ai rangé le carnet, embrassé tranquillement mon père sur le front et j'ai parcouru les 300 miles pour retourner à ma propre réalité, sans discuter. 48 heures plus tard, la tension oppressante de cette maison à demi-niveau semblait un lointain souvenir. Je me tenais dans la cuisine lumineuse et ouverte d'une propriété moderne à vendre près de mon hôpital à Charlotte. L'agent immobilier tapotait son stylo contre le comptoir en granit, me regardant admirer la lumière naturelle qui entrait par les immenses fenêtres. Acheter une nouvelle maison était la prochaine étape logique de mon plan soigneusement structuré. Le conseil d'administration de mon hôpital m'avait officiellement transmis l'invitation à l'entretien pour le poste de chef de division ce matin même. Construire un nouvel espace, entièrement déconnecté de l'histoire de la famille Lawson, me semblait moins une option qu'une nécessité.
Ma visite tranquille fut soudainement interrompue par la dure vibration de mon téléphone portable. Thomas appelait. Je sortis sur la terrasse arrière pour répondre. « Papa, ça va ?» Son souffle se coupa au bout du fil. « Ta mère est allée à l'épicerie », chuchota le vieil homme, semblant épuisé et profondément effrayé d'être entendu. « Claire, je dois te demander quelque chose. As-tu dit à Madeleine qu'elle pouvait garder une partie des fonds de rétablissement pour elle ?» Ma prise se resserra sur le boîtier du téléphone, mes ongles s'enfonçant dans le plastique. « Non, papa. Chaque dollar était censé être pour les modifications de la maison et tes soins infirmiers. Pourquoi penses-tu cela ?» Un lourd silence s'étira sur la ligne. « Parce que Judith m'a dit d'arrêter de poser des questions sur la salle de bain, » admit-il finalement, sa voix se brisant. Elle a dit que tu avais accepté de laisser ta sœur emprunter une grande partie de l'argent pour couvrir l'acompte de son lieu de mariage. Elle a dit que tu pouvais te le permettre. Les dalles de la terrasse semblèrent basculer sous mes pieds. Je lui ai immédiatement demandé s'il avait signé des documents bancaires ou des renonciations légales pour ma sœur. Il jura que non. Je lui ai promis que ses médicaments quotidiens et son hypothèque mensuelle seraient toujours payés, en veillant à ce qu'il se sente complètement en sécurité avant de mettre fin à la communication. Je voulais croire que ma mère était juste aveuglée par son enfant chéri, manipulée sans le savoir par un document falsifié. La vérité, cachée à la vue de tous, s'avéra bien pire. Un SMS de Judith illumina ma chambre sombre plus tard dans la soirée. « Ne demande rien à Madeleine à propos de l'argent avant le mariage », disait le message. Elle a attendu ça toute sa vie. 3 minutes plus tard, une deuxième bulle grise apparut à l'écran. « Tu gagnes ça en quelques mois de toute façon. Laisse-lui avoir sa journée parfaite. » Mon pouce plana au-dessus du clavier lumineux. Une colère brûlante exigeait que je l'appelle et que je crie jusqu'à ce que mes poumons lâchent. Mais la rage absolue rend les gens négligents, et je devais rester chirurgicale. Je pris une profonde inspiration, capturer des captures d'écran haute résolution de toute la conversation, exporter les données brutes et envoyer le fichier directement à Aaron Caldwell. Assise dans le bureau d'avocat poli l'après-midi suivant, Aaron fit glisser une épaisse ébauche d'une lettre de mise en demeure formelle sur la table. Elle décrivait la chronologie exacte de la société écran et des 78 000 $. Nous pouvons leur signifier demain matin, conseilla l'avocate, observant attentivement mon visage pour obtenir la permission. Je regardai le lourd document juridique, puis le repoussai lentement vers elle. Gâcher la cérémonie de mariage ne ferait que donner à Madeleine la carte de la victime ultime, lui permettant de prétendre que la sœur aînée jalouse avait détruit son bonheur par dépit. « Pas encore, dis-je à Aaron, ma voix calme. Les avis de préservation sont déjà sortis, et l'accès de Madeleine est coupé. Gardez la lettre de mise en demeure jusqu'après le mariage. Les médicaments de mon père, sa contribution hypothécaire et sa physiothérapie sont payés directement. Si Madeleine me laisse tranquille, je resterai dans le coin pendant 20 minutes, remplirai mon dernier devoir de sœur, et je partirai. Nous pourrons la confronter formellement après la coupe du gâteau. » Mon plan de sortie était parfaitement solide, en supposant que ma famille accepterait simplement ma reddition silencieuse. Mais j'avais fondamentalement mal calculé la profondeur de leur sentiment de dû. Ma sœur avait volé l'argent. Ma mère avait décidé qu'il lui appartenait. La salle de bal du country club ressemblait à une cocotte minute, remplie de parfums chers et de plaisanteries forcées. Le matin du mariage, je m'étais connecté une dernière fois au portail sécurisé de ma banque, confirmant que les avis de préservation avaient été livrés aux principaux fournisseurs et que mes alertes de fraude instantanée étaient pleinement actives. J'avais fait tout mon possible pour garantir que les besoins quotidiens de mon père restent stables, tout en ne laissant à Madeleine aucune possibilité de continuer son détournement de fonds. Aaron avait promis que notre filet juridique était prêt à se resserrer dès la fin de la cérémonie. Mon objectif pour les 20 prochaines minutes était simple, entrer, sourire pour la caméra, rester invisible et partir avant la première danse. J'arrivais bien après la fin de la cérémonie, garant ma berline de location dans un endroit isolé près de l'entrée de service arrière. Je ne pris pas la peine de signer le livre d'or, préférant rester un fantôme à la périphérie de leur célébration. La soie marine de ma robe se fondait facilement dans l'ombre près du bar alors que j'observais la foule depuis le fond.
Madeleine était d'une beauté à couper le souffle dans sa robe blanche, se déplaçant au centre de la piste avec une grâce sans effort qui masquait habituellement ses angles vifs. Pendant une brève seconde irrationnelle, je ressentis un véritable soulagement. Peut-être qu'elle allait enfin se calmer, laisser les finances de mon père tranquilles et trouver un semblant de bonheur. Je pris une lente gorgée d'eau pétillante fraîche et commençai à balayer du regard le chemin de sortie, vérifiant la distance jusqu'aux portes principales. La salle de réception était une étude de l'effacement délibéré. De grands portraits de mariage encadrés des mariés décoraient les tables, mais chaque photo de famille était soigneusement recadrée. Je voyais des épaules floues et des segments de bras en arrière-plan, mais mon propre visage avait été méticuleusement découpé. C'était un travail professionnel, net et froid. Un cousin d'âge moyen que je n'avais pas vu depuis une décennie plissa les yeux vers moi depuis une table voisine, son visage tordu de confusion. Je lui offris un sourire poli et pincé et m'éloignai davantage vers le coin, me faisant aussi petite que possible. Près de l'avant de la salle, Margaret Whitmore était assise à la table d'honneur, sa posture rigide. La femme touchait à peine son champagne, son regard se posant anxieusement sur son fils. Owen était penché près de Madeleine, riant de quelque chose qu'elle chuchotait, sa main posée possessivement sur sa taille. Je leur tournai le dos, me concentrant plutôt sur le photographe qui était occupé à diriger un grand groupe de demoiselles d'honneur. L'homme tenant l'appareil recula pour élargir son cadre, et je me suis involontairement déplacé dans sa ligne de mire. Un flash éclata, aveuglant pendant une fraction de seconde, et je sus que ma silhouette avait été capturée en arrière-plan d'une photo de groupe. Une demoiselle d'honneur en robe rose poudrée se retourna, croisa mon regard et se pencha pour chuchoter quelque chose à la mariée. Madeleine se retourna. Son visage, qui avait été lumineux de rire quelques instants auparavant, se durcit en une expression de pure terreur instinctive. Elle chuchota quelque chose de sec à Owen, attrapa ses jupes et commença à naviguer à travers les groupes d'invités. Elle ne se dirigeait pas vers le bar ou la sortie. Elle se dirigeait droit vers moi. La musique passa à un tempo plus lent, plus jazzy, qui ne masquait pas la soudaine tension dans sa voix. Elle m'atteignit en quelques secondes, ses doigts manucurés s'enfonçant dans la peau douce de mon bras avec une force surprenante. « Toi » siffla-t-elle, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Il fallait vraiment que tu te pointes pour tout gâcher, n'est-ce pas ?»« Je pars, Madeleine, dis-je, ma voix calme et stable. Je suis venue te souhaiter bonne chance. C'est tout. » Elle m'ignora, sa prise se resserrant jusqu'à ce que je sache que les marques laisseraient des bleus. Elle ne voulait pas que je parte. Elle me voulait sous son contrôle. Elle voulait me définir avant que la famille du marié ne puisse poser des questions inconfortables sur la raison pour laquelle la sœur locale à succès n'était pas assise à la table d'honneur. Je sentis le poids familier du projecteur se rapprocher de nous, une conséquence inévitable de son besoin de validation publique. Je regardai la porte de sortie, puis de nouveau ma sœur, comprenant exactement ce qui allait se passer. Mes 20 minutes d'invisibilité venaient de s'écouler. Puis Madeleine quitta la scène et se dirigea droit vers moi, microphone à la main, prête à commencer la performance de sa vie. Madeleine m'atteignit avec le microphone toujours à la main avant que je puisse franchir la sortie. Elle m'attrapa le bras et me ramena dans la salle de bal. Son sourire était assez éclatant pour les caméras, mais ses doigts se resserraient autour de moi à chaque pas. « Allez, dit-elle entre ses dents serrées, puisque tu as décidé de venir, autant que tout le monde te voit. » Je partais, dis-je doucement. Elle m'ignora. Les conversations les plus proches de nous commencèrent à s'estomper à mesure que les invités remarquèrent que la mariée traînait une femme inconnue vers la scène. Les têtes se tournèrent, les chaises se déplacèrent sur le sol poli. Un photographe baissa son appareil, puis le releva lorsqu'il réalisa que quelque chose d'inattendu se produisait. Madeleine monta la première marche sans me lâcher. J'aurais pu me dégager. J'étais plus forte qu'elle ne le pensait, et la sortie n'était qu'à quelques mètres derrière nous. Mais presque chaque personne dans cette pièce regardait maintenant. Les téléphones s'élevaient déjà au-dessus des tables. Si je la combattais, elle me traiterait d'instable. Si je criais, elle dirait que j'étais venue détruire son mariage. Alors je l'ai laissé me conduire sous les lumières. La chaleur du projecteur s'installa sur mon visage et mes épaules.
Madeleine leva le microphone et me présenta comme la sœur qu'elle ne s'attendait pas à voir. Puis elle m'appela l'échec de la famille. Ces demoiselles d'honneur rirent les premières. Plusieurs invités se joignirent à elle, non pas parce qu'ils me connaissaient, mais parce qu'ils croyaient assister à une blague répétée entre sœurs. Quelques sourires disparurent lorsqu'ils remarquèrent que je ne riais pas. Près de la table d'honneur, Owen resta silencieux. Son expression était passée de la confusion à l'inconfort, mais Madeleine était trop concentrée sur la foule pour le remarquer. Elle continua, énumérant tout ce qu'elle croyait me rendre défectueuse: pas de mari, pas d'enfant, pas de place dans la famille. Elle prétendit que j'avais abandonné notre père pendant qu'elle avait tout abandonné pour s'occuper de lui. Je gardai les épaules droites et les mains ouvertes le long du corps. Je n'interrompis pas. Je voulais que chaque accusation soit enregistrée exactement comme elle choisissait de la dire. Puis une chaise racla brusquement sur le sol. Margaret Whitmore s'était levée de la table d'honneur. Ses yeux étaient fixés sur moi, écarquillés d'incrédulité. Pendant un instant suspendu, aucune de nous ne parla. Je me souvins des lumières de l'hôpital se reflétant dans ces mêmes yeux 18 mois plus tôt, lorsque je m'étais tenue à côté de son lit et que j'avais expliqué que la déchirure de son aorte nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. Margaret fit un pas en avant. « Je la connais », dit-elle. Le rire faiblit. Madeleine baissa légèrement le microphone. « Quoi ?» Margaret pointa vers moi, sa voix tremblante mais assez claire pour atteindre le fond de la salle de bal. C'est le docteur Claire Bennett. C'est la chirurgienne qui m'a sauvé la vie. Les rires restants s'évanouirent. Owen regarda sa mère, puis moi, et enfin la femme qu'il venait d'épouser. En l'espace de quelques secondes, la version de ma vie que Madeleine lui avait vendue commença à s'effondrer. Madeleine essaya de pivoter, sa voix montant en ton alors qu'elle tentait de sauver la situation. Être chirurgienne ne fait pas d'elle une bonne fille, Margaret. Elle a quand même abandonné nos parents. Je regardai ma sœur, je la regardai vraiment, et ressentis une étrange et glaçante clarté. Elle ne paniquait pas parce que j'étais médecin. Elle paniquait parce que le fondement de toute sa tromperie, l'histoire selon laquelle j'étais une femme riche, égoïste et sans cœur, venait d'être prouvée comme un mensonge. Je fouillai dans ma pochette bleu marine et sortis la fine enveloppe de couleur crème que j'avais préparée. Je ne l'ai pas agitée. Je n'ai pas crié. Je l'ai simplement tenue à mon côté, attendant que la pièce se calme. « C'est vraiment ce que tu veux dire de moi ?» demandai-je, ma voix basse et stable. « Es-tu absolument certaine du récit que tu veux présenter à ton nouveau mari ?» Madeleine me foudroya du regard, sa poitrine se soulevant d'effort, ses yeux pleins d'une haine frénétique et brûlante. On aurait dit qu'elle voulait m'arracher le microphone des mains, mais le regard de 300 invités la clouait sur place. On lui avait donné la chance de s'arrêter. On lui avait donné la chance de s'en aller. Judith se leva de la table familiale, les yeux affolés, et je vis sa bouche former un ordre silencieux et désespéré pour que sa sœur continue. Madeleine resserra ses mains sur le microphone, ses jointures blanches, et je sus qu'elle allait choisir l'escalade. « J'en ai marre de ton attitude condescendante, Claire », cracha Madeleine, sa voix perdant enfin sa façade douce et mielleuse. « Tu n'as jamais apporté à cette famille que de la honte. » Je fis un pas vers elle, l'enveloppe légère et tranchante dans ma main. Le temps du silence était terminé au moment où elle avait choisi de mentir à nouveau. « Alors, dis-je, ma voix traversant la salle de bal avec une précision chirurgicale, où sont réellement passés les 78 000 $ que j'ai envoyés pour la convalescence de papa. » Le silence qui suivit fut absolu. Ma sœur se figea, son visage prenant une teinte grisâtre et affreuse. Elle regarda l'enveloppe dans ma main, et pour la première fois ce soir-là, la performance s'arrêta enfin. Les yeux de Madeleine se dirigèrent vers la sortie, mais la foule formait un mur de visages confus et expectatifs autour de nous. Elle rit alors, un son sec et déchiqueté qui n'atteignit pas ses yeux. « Claire, c'est insensé. N'essaie pas de faire de mon jour de mariage un prétexte pour ton obsession pathétique avec l'argent. » Elle se tourna vers la salle, sa voix montant à un ton aigu et désespéré. Elle a promis de payer pour ce mariage, tout le monde. Elle a promis de soutenir notre famille, et maintenant elle essaie de me faire passer pour une voleuse parce qu'elle est jalouse que j'ai trouvé l'amour et pas elle.
Je sortis de l'enveloppe la seule feuille contenant l'email qu'elle avait envoyé des mois auparavant. Je ne le lui ai pas mis sous le nez ni crié. Je me suis approché de la table d'honneur, vers le marié. Mes mouvements semblaient délibérés et précis, de la même manière que j'aborde un vaisseau délicat en salle d'opération. J'ai tendu la page imprimée à Owen. Ses mains tremblaient en prenant le papier, ses yeux balayant les lignes de texte. « Tu m'as dit que chaque dollar était pour papa », dis-je, ma voix coupant l'air lourd. Je n'ai jamais promis de financer un mariage. J'ai financé un plan de rétablissement qui nécessitait 78 000 $ pour assurer la sécurité de mon père, et pas une seule barre d'appui n'a jamais été installée dans cette maison. Owen leva les yeux, son visage tordu par un mélange d'horreur et de prise de conscience. « Est-ce vrai, Madeleine ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure, mais que les microphones captèrent clairement. « As-tu utilisé l'argent destiné à la santé de ton père pour payer ce lieu ?» Madeleine secoua la tête, ses bijoux tintant avec le mouvement frénétique. « Non, c'est un mensonge. Elle manipule les relevés bancaires pour me faire passer pour une mauvaise personne. Elle a toujours été l'enfant prodige, et elle ne supporte pas que je sois enfin heureuse. » Je plongeai de nouveau la main dans la pochette. Je produisis les impressions de vérification du bureau des permis du comté et de l'agence de soins infirmiers à domicile. Elles étaient brèves, austères et impossibles à mal interpréter. Je les tins en l'air pour qu'Owen puisse voir les tampons et les en-têtes officielles. « Il n'y a pas de permis pour la construction », dis-je, m'adressant directement au marié tout en gardant mon sang-froid. « Il n'y a aucune trace de mon père dans le système de l'agence. North Star Home Recovery est une société écran, Owen. Elle n'emploie aucun entrepreneur et n'a pas de licence pour opérer. » Le marié laissa tomber les papiers sur la nappe comme s'il lui brûlait la peau. Il se leva, faisant basculer sa chaise contre le sol, et se tourna pour regarder sa mariée. L'adoration qu'il avait pour elle quelques minutes auparavant avait entièrement disparu, remplacée par une clarté froide et dévastatrice. « Madeleine, exigea-t-il, son ton tombant à une fréquence dangereusement basse, dis-moi que tu n'as pas pris cet argent. Dis-le-moi maintenant. » Madeleine essaya de lui prendre la main, mais il recula. Avant qu'elle ne puisse inventer un autre mensonge, Judith se précipita depuis la table familiale, son visage un masque de rage paniquée. Elle m'attrapa le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau, et cria vers la foule, essayant de couvrir la réalité. « Ta sœur ne faisait que l'emprunter. Tu gagnes ça en quelques mois, Claire. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille ?» L'aveu resta en suspens dans l'air, résonnant contre les hauts plafonds. Une vague de murmures éclata dans la salle de bal. Les gens sortirent leur téléphone, enregistrant chaque seconde, et la prise de conscience que ma mère avait été complice se lisait sur les visages de chaque invité dans la pièce. « Tu savais, » dis-je, fixant ma mère. Je n'avais pas besoin de crier. Les microphones faisaient tout le travail pour moi. Tu savais que la salle de bain n'avait jamais été modifiée, et tu l'as aidé à le cacher. Thomas se leva lentement de la table familiale, sa posture affaissée et son expression vide. Il regarda Judith, puis Madeleine, et enfin moi. « Je leur ai demandé, » dit-il, sa voix calme mais audible à travers les haut-parleurs. « Je leur ai demandé pendant des mois quand les hommes viendraient m'aider à marcher. Ils m'ont dit d'attendre. Ils m'ont dit que tu avais déjà payé pour ça. » La salle de bal explosa en chaos. Je regardai Owen attraper son alliance, ses doigts tremblants, mais il ne fit pas de scène. Il regarda simplement ma sœur, ses yeux reflétant une trahison profonde et écrasante. « Je ne sais pas qui j'ai épousé, » dit-il, les mots tombant comme des pierres dans le silence. Il se tourna, faisant signe à sa mère, et commença à marcher vers l'entrée principale. Margaret se leva et suivit son fils sans un regard en arrière pour ma sœur. Alors que la fête de mariage commençait à se dissoudre et que les invités commençaient à rassembler leurs affaires dans une confusion maladroite et pressée, mon téléphone vibra dans ma pochette. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Une alerte critique de ma banque clignotait en gras. C'était une notification push pour un virement en ligne bloqué, déclenché par mes alertes de fraude instantanée. Madeleine se tenait actuellement sur la scène, visiblement humiliée et exposée, et pourtant,
elle essayait toujours d'initier un virement électronique depuis le compte de soins en utilisant son ancien profil non autorisé. Je levai les yeux de l'écran pour la voir fixer son propre téléphone, son visage tordu par une rage silencieuse et furieuse en réalisant que le virement avait été bloqué. Elle venait d'être démasquée devant tout le monde, et pourtant, elle essayait toujours de prendre plus. C'était une personne creuse, et enfin, toute la salle pouvait le voir. Le lendemain du mariage semblait étrangement clinique. La lumière du soleil inondait ma cuisine à Charlotte, froide et indifférente, tandis que le silence de la maison contrastait vivement avec les échos chaotiques de la salle de réception. Assise devant mon ordinateur portable, sirotant un café noir, je regardais Madeleine commencer sa dernière campagne désespérée de manipulation publique. Elle s'était tournée vers les réseaux sociaux, publiant un récit soigneusement élaboré qui me dépeignait comme une sœur aînée cruelle et jalouse qui avait délibérément manigancé un scandale pour détruire son bonheur. Elle prétendait que l'argent avait été un cadeau légitime, un gage de soutien mal compris, et que je n'étais qu'une femme vengeresse qui ne supportait pas de voir sa jeune sœur s'épanouir. Judith intervint depuis sa maison, appelant des parents éloignés et des voisins, propageant une version des événements où j'avais été l'agresseur, tordant la vérité en une histoire d'abandon et de dépit. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas engagée dans les sections de commentaires ni n'ai publié de réfutation. Ma stratégie personnelle était ancrée dans la même discipline qui gardait mes mains stables en salle d'opération. J'ai laissé le drame public s'éteindre de lui-même, me concentrant plutôt sur le travail silencieux et méthodique qui comptait vraiment. Aaron Caldwell a agi avec une précision chirurgicale. En 48 heures, Aaron a envoyé des avis de préservation supplémentaires et des lettres de mise en demeure formelle de conserver les preuves au country club, à la boutique de mariage, au fleuriste, aux photographes et au complexe hôtelier de la lune de miel. Les premiers avis avaient déjà averti les principaux fournisseurs qu'un litige financier se développait. Les nouvelles lettres identifiaient les actions civiles attendues et exigeaient que les destinataires préservent les contrats, les registres de paiement, les factures, les emails et les informations de compte liées au mariage. Les lettres n'ont pas magiquement gelé les preuves ni ne nous ont donné un accès immédiat aux dossiers privés des fournisseurs. Elles ont mis chaque destinataire en demeure formelle que les documents pertinents devaient être conservés. Toute destruction délibérée après ce point pourrait entraîner de graves conséquences juridiques. Le cabinet d'expertise comptable judiciaire employé par Aaron était dirigé par une femme nommée Dana Ruiz. Dana s'est avérée aussi implacable que brillante. Au cours des semaines suivantes, elle a méthodiquement cartographié le mouvement des fonds médicaux de mon père. Elle a retracé l'argent du compte Soins Famille Lawson, directement au compte de la société North Star Home Recovery, et de là, elle a suivi la piste alors qu'elle se divisait en plusieurs flux. Chaque fournisseur avait été payé avec des fonds spécifiquement destinés aux soins de mon père. Dana a obtenu des copies des chèques encaissés, à notre sombre satisfaction, chacun d'eux portait la signature audacieuse et élégante de Madeleine. Les métadonnées étaient peut-être l'élément le plus accablant de tout le dossier. Lorsque Dana a examiné les factures numériques que Madeleine m'avait initialement envoyées, elle a découvert que les fichiers avaient été créés sur un appareil enregistré au nom de ma sœur, et non d'une entreprise de construction professionnelle. Les logos avaient été copiés-collés de sociétés locales légitimes, et les signatures des entrepreneurs n'étaient que des images numériques greffées sur les documents. De plus, les numéros de facture ne correspondaient à aucun des registres de projets réels de ces entreprises. C'était une carte numérique de fraude délibérée, exposée à la vue de tous ceux qui avaient les compétences nécessaires pour la voir. Thomas a finalement fait une déclaration formelle à l'équipe juridique. Le vieil homme était frêle, sa main tremblait en signant les papiers, mais il en avait enfin fini avec le secret. Il a admis qu'aucune équipe de construction n'avait jamais visité la maison et a confirmé que Judith l'avait pressé de garder le silence, promettant que tout était géré par leur fille. Il paraissait plus petit que je ne l'avais jamais vu, un homme qui voulait simplement guérir mais s'est retrouvé piégé dans une toile de la cupidité de sa propre famille. Je n'ai pas coupé son accès aux médicaments ni à ses paiements hypothécaires mensuels. J'ai continué à gérer cela directement, en veillant à ce que ses besoins de base soient satisfaits, tout en indiquant très clairement que ma confiance financière n'était pas quelque chose qui pouvait être regagné avec de simples excuses. Le processus de déposition civile fut exténuant, mais il mit en lumière chaque fil caché. Lorsque Judith a été placée sous serment et interrogée par Aaron,
Elle a d'abord essayé de caractériser l'argent comme un fonds familial général, arguant qu'il n'y avait aucune condition. Aaron n'a pas élevé la voix. Elle a simplement sorti une impression du fil de mail que Madeleine m'avait envoyé des mois auparavant. L'avocate a posé le document sur la table et a demandé à Judith d'expliquer pourquoi ma sœur avait spécifiquement écrit que chaque dollar était pour les soins de mon père. Judith n'avait aucune réponse. Elle a été forcée d'admettre qu'elle savait que sa sœur avait détourné les fonds et qu'elle avait activement participé à me convaincre que le projet avançait, tout en sachant pertinemment que c'était une fiction. Au moment où nous avons finalisé les dossiers, la montagne de preuves était insurmontable. Nous avions des captures d'écran de la campagne de dénigrement, une traçabilité bancaire complète, les métadonnées prouvant la création frauduleuse des documents, et des dépositions de mes deux parents confirmant leur participation à la tromperie. Nous avions également les messages que Madeleine avait envoyés à Owen et à sa mère, affirmant qu'elle avait été l'unique aide-soignante de mon père, ce qui contredisait directement l'absence de tout dossier d'agence de soins infirmiers. La procureure chargée de l'affaire ne m'a pas demandé si j'aimais toujours ma sœur ou si je me sentais coupable des retombées pour mes parents. Assise dans un bureau stérile, elle feuilleta le classeur que Dana avait organisé et posa une seule question pragmatique. Elle voulait savoir si j'étais prête à aller de l'avant avec une demande de restitution intégrale. J'ai pensé aux barres d'appui qui n'avaient jamais été installées, à la peur dans la voix de mon père quand il demandait de l'aide, et à la manière effrontée dont ma sœur avait utilisé ma propre charité pour m'humilier devant 300 étrangers. J'ai alors réalisé que ma quête de justice ne concernait pas l'argent, et ce n'était pas non plus une vengeance pour le passé. Il s'agissait de définir les termes de mon propre avenir. J'ai regardé la procureure dans les yeux et j'ai dit oui. La tentative de ma sœur de me peindre comme la méchante n'avait fait que garantir que ses actions seraient examinées avec un examen total et sans faille. La société écran qu'elle avait enregistrée quelques jours seulement après l'AVC de mon père prouvait que sa cupidité n'était pas une erreur impulsive, mais une exploitation calculée et préméditée. Elle avait préparé son coup pendant que je faisais encore des heures supplémentaires à l'hôpital pour subvenir à leurs besoins. Les derniers mois de l'enquête ont ressemblé à une marée lente et régulière montant pour rencontrer une falaise. L'équipe juridique de Madeleine a finalement réalisé que le mur de preuves que nous avions assemblé rendait un procès futile. Ils ont commencé à signaler leur intention de conclure un accord de plaidoyer de culpabilité, espérant minimiser les dégâts et éviter une condamnation publique. Madeleine a même pris contact par l'intermédiaire d'un intermédiaire, suggérant que si j'abandonnais les poursuites civiles et retirais la plainte pénale, nous pourrions sauver la famille du poids écrasant du scandale. J'ai regardé l'écran de mon téléphone alors que l'offre arrivait, ne ressentant rien d'autre qu'un profond et calme épuisement. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement transmis la communication à Aaron. La loi déciderait des conséquences des choix que ma sœur avait faits, et j'étais enfin satisfaite de laisser le processus suivre son cours. Ma propre guérison a commencé dans les petites pièces vides d'une nouvelle maison, un espace où je n'avais enfin plus à regarder par-dessus mon épaule pour voir qui attendait de profiter de ma gentillesse. Je ne détruisais pas ma famille. Je cessais simplement de financer le mensonge qui la maintenait unie. Owen Whitmore était sorti de cette salle de bal il y a près de 10 mois, laissant derrière lui les décombres de son mariage de courte durée. Son départ n'était pas l'explosion dramatique d'un homme bafoué, mais une sortie calme et définitive qui parlait plus fort que n'importe quelle dispute. Dans les mois qui suivirent, il entreprit d'annuler officiellement le mariage, présentant des documents qui détaillaient la tromperie systémique que ma sœur avait pratiquée depuis le début. Madeleine perdit son statut, sa réputation au sein de la famille Whitmore et la position sociale qu'elle avait mis des années à cultiver soigneusement. Elle fut dépouillée de la chose même qu'elle appréciait le plus, non pas de ma main, mais par le poids de ses propres choix répétés. Une fois la poussière juridique retombée, les conséquences financières furent absolues. Le tribunal ordonna à Madeleine de fournir la restitution intégrale des 78 000 $ qu'elle avait détournés, y compris les intérêts et une partie substantielle des frais de justice qu'Aaron avait accumulés tout au long de la procédure. Ma sœur fut forcée de vendre le véhicule de luxe qu'elle avait acheté pour la lune de miel, de vendre aux enchères sa garde-robe de créateur et de liquider les actifs qui avaient été acquis par la fraude. Lorsque ses comptes personnels ne parvinrent pas à couvrir le solde total, des privilèges judiciaires s'attachèrent à ses futurs revenus, garantissant que chaque chèque de paie qu'elle toucherait serait saisi jusqu'à ce que la dette soit satisfaite.
Le système de justice pénale a agi avec une formalité froide et délibérée, indifférente à ses appels à la clémence. Madeleine a plaidé coupable de fraude qualifiée, admettant la fabrication de factures et l'acquisition de fonds sous de faux prétextes. La sentence imposait 4 mois de détention dans un établissement du comté, suivi de 3 ans de probation surveillée. Au-delà de la restriction de sa liberté physique, il lui fut interdit à vie de servir de fiduciaire ou de gérer les affaires financières de tout membre de la famille, une précaution qui garantissait qu'elle ne pourrait plus jamais exploiter mon père ou quiconque dans notre cercle. Judith, quant à elle, vit son propre monde se rétrécir rapidement. Une fois que le tribunal a privé Madeleine de son autorité financière, ma mère a perdu le principal canal qu'elle avait utilisé pour gonfler son propre niveau de vie. Je continuais à payer directement les médicaments de Thomas et ses soins à domicile par l'intermédiaire de prestataires de services autorisés, mais je refusais de fournir un seul centime de revenu discrétionnaire. Sans les fonds supplémentaires auxquels elle s'était habituée, mes parents furent contraints de refinancer leur hypothèque, ce qui nécessita finalement la vente de la maison et une transition vers une résidence plus petite et plus gérable. Judith fit face à sa propre responsabilité civile pour son rôle dans la dissimulation de la fraude, une réalité qu'elle eut du mal à accepter jusqu'à la toute fin. Thomas était assis dans son nouveau salon, l'espace plus petit et plus calme que la maison où j'ai grandi. Lors d'une de mes brèves visites programmées pour l'aider avec sa physiothérapie, il leva les yeux vers moi avec des yeux qui semblaient des années plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu. Il offrit des excuses hésitantes et sincères pour les années de silence et pour la façon dont il avait laissé Judith dicter les termes de notre relation. « Je ne peux pas défaire le passé, Claire, dit mon père, sa voix tremblant légèrement dans l'air calme. « Je sais, répondis-je, gardant un ton doux mais maintenant une distance professionnelle ferme. Je peux m'assurer que tu es en sécurité, papa. Je peux m'assurer que tu es nourri et au chaud. Mais je ne peux pas prétendre que la confiance qui a été brisée peut être réparée simplement parce que tu es désolé. Cette partie de nos vies est terminée. » Je vis la prise de conscience s'installer sur lui. Ce n'était pas une interaction cruelle, c'était simplement une limite nécessaire. Notre relation s'est transformée en une nouvelle configuration limitée qui n'exigeait pas que je sacrifie ma tranquillité d'esprit au nom des apparences. Judith fit une dernière tentative désespérée pour retrouver l'ancienne dynamique lors d'un appel téléphonique quelques semaines après la sentence. Elle parla avec une chaleur forcée et performative, essayant d'invoquer la culpabilité classique qui avait défini mon enfance. « La famille pardonne, Claire, » argumenta ma mère, son ton épais de chagrin étudié. « C'est ce que nous faisons. » Je regardai le téléphone, puis vers la fenêtre de mon propre bureau, où un jardin commençait à prendre racine dans la terre que j'avais retournée de mes propres mains. « Le pardon est un choix, maman, dis-je, ma voix stable et dépourvue des anciennes aspérités familières. Mais le pardon ne restaure pas l'accès. Ce privilège a disparu. » Madeleine envoya une longue lettre manuscrite depuis l'établissement, affirmant que j'avais à moi seule détruit toute sa vie. Je n'ai pas lu le contenu. J'ai simplement placé l'enveloppe dans un dossier que je gardais pour mon avocate, la traitant avec le même soin impartial que j'accorderais à un dossier médical qui ne nécessitait plus d'attention active. C'était en juillet 2026, et je me tenais enfin dans la cuisine de la maison que j'avais achetée près de l'hôpital. Les murs étaient peints dans une teinte neutre et douce que j'avais choisie moi-même. Une petite famille choisie de collègues proches m'avait aidé à emménager, remplissant les armoires de vaisselle sensée et les étagères de livres qui m'appartenaient vraiment. La maison ne contenait aucune relique de mon passé, aucune photo recadrée pour exclure ma présence, et aucune dette cachée attendant d'être découverte. Je posai mon téléphone face contre le plan de travail en granit alors que le nom de Judith clignotait une fois de plus sur l'écran, une protestation silencieuse contre sa tentative de me joindre. Le calme de la maison n'était pas un espace vide, c'était un sanctuaire de ma propre création. Mes mains, qui avaient passé d'innombrables heures à réparer la vie d'étranger, se sentaient enfin légères. Le long et épuisant travail de démêler mon identité de la toile de leurs attentes était terminé. Je n'avais pas détruit ma famille. J'avais cessé de financer le mensonge qui la maintenait unie. Vous méritez de savoir que l'amour ne requiert pas votre autodestruction.
Lorsque vous vous retrouvez à sacrifier constamment votre stabilité financière, votre santé émotionnelle ou votre tranquillité d'esprit pour maintenir une relation, vous n'êtes pas un membre de la famille qui soutient, vous devenez un complice du manque d'intégrité de quelqu'un d'autre. La vraie gentillesse ne devrait jamais être utilisée comme un outil de manipulation, et fixer des limites fermes n'est pas un acte d'hostilité, c'est l'étape la plus vitale pour réclamer votre propre identité. Vous devez apprendre que vous avez le droit absolu de cesser de financer les mensonges que les autres racontent, surtout lorsque ces mensonges sont utilisés pour diminuer votre valeur. Protégez vos ressources et votre esprit, car les personnes qui se soucient vraiment de vous respecteront vos limites, tandis que celles qui ne valorisent que ce que vous pouvez fournir finiront par révéler leurs véritables intentions lorsque vous direz non. Vous êtes-vous déjà senti coupable d'avoir enfin placé votre propre bien-être au-dessus des exigences de quelqu'un qui tenait votre gentillesse pour acquise? Et comment cette décision a-t-elle changé votre vie?